Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence en ligne et ici, en présentiel. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par le département de relations industrielles qui portera sur le personnel professionnel de l'éducation au Québec. Mon nom est François Bolduc. Je suis professeur au département de relations industrielles de l'Université Laval. Je suis aussi co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Et j'ai le grand plaisir de faire partie d'une équipe de recherche qui a été constituée par Caroline Gauthier et qui s'intéresse justement à la situation de travail du personnel professionnel de l'éducation au Québec. Et j'aurai un tout petit rôle aujourd'hui. Je vais agir comme animateur tout simplement. Alors, les deux conférencières, en fait, de l'activité d'aujourd'hui sont Caroline Gauthier et Florence Côté. Alors, je vais vous les présenter, puis ensuite, je vous expliquerai comment on va procéder. Alors d'abord, Caroline Gauthier, qui est enseignante en psychologie et chercheuse au Cégep Champlain-Saint-Laurent. Elle est aussi chargée de cours au département de relations industrielles de l'Université Laval. Elle est chercheuse associée à Vitam, le centre de recherche en santé durable. Oui, c'est ça, santé durable. Et elle œuvre au sein de la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail. Et Florence Côté, professeure de recherche à la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, et chargée de cours au département des sciences humaines au Collège de Mérisy. Alors, la façon dont on va procéder, c'est qu'on, Caroline et Florence vont faire une présentation d'environ une trentaine de minutes. Et par la suite, on ouvrira pour une période de questions-discussions avec la salle. Et puis, moi, je m'organiserai pour faire le trafic pendant cette période de discussion-là. Alors, Caroline, Florence, à vous la parole. Merci François. Bonjour tout le monde, en personne et en ligne. Je suis contente de vous voir. On est là, bon, super, avec un lag, donc vous nous pardonnerez. Donc, l'équipe de recherche, François l'a mentionné. François en fait partie, mais aussi Catherine le capitaine et Geneviève Barré-Gingras, qui sont aussi profs en relations industrielles à l'Université Laval et membres du CRIMT. Et on a Simon Vivier aussi, qui fait partie de l'équipe, qui est prof en sciences de l'orientation, mais qui est aussi une personne conseillère d'orientation à la base, là, donc quelqu'un qui connaît aussi le milieu de façon plus professionnelle. Notre projet de recherche, officiellement, là, en partenariat avec la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation, la CSQ, le CETREC, qui est un centre de mobilisation des connaissances, la FQDE et la QPDE, qui sont des organisations qui représentent les directions scolaires. Mais le grand partenaire, si on veut, c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui, à l'intérieur de son plan ou sa stratégie visant à valoriser le personnel scolaire, a notamment une de ses stratégies, c'est de promouvoir la recherche et plus spécifiquement sur la valorisation des personnels scolaires. Donc, ils ont lancé une action concertée avec le Fonds de recherche du Québec visant vraiment là, à valoriser le personnel scolaire. Puis nous, on est venu répondre à deux comme, questions très spécifiques là, qui étaient de savoir ben, c'est quoi les facilitateurs et les obstacles au recrutement et à la fidélisation, donc attraction, rétention du personnel professionnel en éducation. Et aussi, une des questions qu'ils avaient, c'était quand on a des pénuries, quand il y a des postes vacants au sein du personnel professionnel, c'est quoi les impacts sur les autres catégories? Donc, pour faire une longue histoire courte, dans les écoles, dans le secteur scolaire, aux adultes aussi, et à la formation professionnelle, 4 grandes catégories, le personnel enseignant, le personnel de soutien, le personnel cadre et le personnel professionnel. Le personnel professionnel, en partie, est entré dans les écoles pour faciliter la mise en place de la politique sur l'adaptation scolaire, mais aussi tout ce qui touche à la réussite éducative. Donc, on cherche notamment à adapter les pratiques, adapter le milieu pour le rendre plus inclusif. Mais on ne pouvait pas passer sous silence non plus qu'on parle d'une catégorie d'emploi à prédominance féminine. Puis, en fait, des 4 catégories, c'est la plus fortement féminisée. Donc, on va voir plus tard, là, mais essentiellement, on parle de psychologue, orthophoniste. Donc, ça vous donne une idée du type d'emploi. Puis, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y a peu d'études scientifiques. Donc, l'appel disait noir sur blanc, il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Donc, voilà pourquoi on veut en savoir plus. Puis, avec nos propres recherches, c'est un peu ce qu'on a trouvé aussi. Puis,
On a aussi un peu en contexte là, que non seulement qu'il y a des pénuries, il y a des enjeux d'attraction-rétention, on en entend souvent parler dans les médias, mais aussi quelques enquêtes dans les 10 dernières années qui suggèrent un taux de détresse psychologique quand même assez élevé. Puis ça revient beaucoup à différentes conditions d'exercice du travail là, qui peuvent affecter la santé mentale et l'attraction et la rétention dans le milieu. Donc, on voit quand même plusieurs éléments de contexte qui ont animé notre problématique. Donc, on parlait là, du personnel professionnel qui est environ 5% du personnel scolaire. Puis, on parle de 36, puis je pense que c'est rendu 37 corps d'emploi. Donc, il y en a qui s'ajoutent là, au fil des années. Essentiellement divisé en 3 parties. Donc, les personnes qui sont plutôt en service à l'élève, donc directement avec les élèves ou encore avec le personnel enseignant dans le cadre d'une école ou dans le cadre d'un centre de service scolaire pour aider les personnes, les élèves, mais aussi modifier l'environnement, si on veut. On a aussi toute une catégorie qui est plus en soutien pédagogique, donc conseil pédagogique, bibliothécaire, mais aussi des personnels qui font du travail administratif. Donc, on peut penser aux communications, gestion financière, architectes, ingénieurs, notaires. OK, il n'y a pas 8000 notaires dans les centres de services scolaires, mais il y a une catégorie d'emploi notaire, puis il y en a quand même quelques-uns. Donc, on voit aussi au bout complètement la répartition. Là, ce qui est en jaune, c'est comme le pourcentage féminisé, là, donc le personnel professionnel qui est le plus hautement féminisé. Suivi du personnel de soutien, enseignant, puis ensuite encadrement. Donc, quand on a voulu commencer à établir un petit portrait, là, on a vu notamment, avec la sortie là, du rapport de l'INSPQ très récemment, encore des données là, qui suggèrent déjà peut-être certaines conditions d'exercice du travail qui peuvent être problématiques au niveau de l'attraction et de la rétention, notamment le nombre d'heures travaillées là, qui n'est pas toujours rémunéré. Mais si on revient plus sur le portrait en général, même si ce sont beaucoup des personnes qui travaillent en service à l'élève, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours en contact avec les élèves. Souvent, on a une perception, par exemple, d'une personne psychologue scolaire qui serait en rendez-vous avec des élèves la plupart du temps. Ce n'est pas tout à fait le cas. Là. Le rôle des professionnels est beaucoup plus au niveau holistique, l'organisation de certains services, des interventions de groupe ou du soutien au personnel enseignant. Donc, c'est à peu près 81% qui travaillent parfois en contact direct avec les jeunes, puis juste comme 9% toujours avec les étudiants et les élèves. Ça va, je pense, devenir important plus tard là, quand on va parler de comme la valorisation de ces emplois-là, c'est quoi leur rôle réel versus peut-être perçu. Là. Je saute juste par souci de temps. On peut assez rapidement avoir accès au tableau de bord d'éducation sur le site web du ministère où on peut voir en temps réel ou à peu près c'est quoi qu'il y a comme pénurie selon les catégories professionnelles. Le personnel professionnel, bien que ce n'est pas là où il manque le plus de monde en chiffres, c'est là où il manque le plus de monde en proportion. Donc, par exemple, il y aurait à peu près 11% des postes qui seraient à pourvoir. Puis, c'est beaucoup au niveau des personnes psychoéducatrices, orthophonistes et psychologues. Donc, 15% des postes, c'est disponible dans le réseau pour des psychologues. On n'arrive pas à les combler. Puis, les autres professions, on ne les a pas là, de façon facile à repérer dans Internet. Là. Parfois, on peut les obtenir autrement, mais c'est moins accessible. Puis d'ailleurs, c'est déjà une critique que certaines personnes professionnelles font, de dire, ben on n'est peut-être pas très visible là, à même certaines publications. Là. Puis, je mentionne ça, là, c'est même si un de nos grands partenaires, c'est la FPPE, CSQ, on voit aussi que les ordres professionnels et les fédérations de personnel de direction aussi là, font des sorties régulièrement là, pour parler de cet enjeu-là, la pénurie et de rétention. Donc, notre projet de recherche, on aurait aimé ça aujourd'hui, vous arriver avec des résultats préliminaires d'entretien qualitatif. Malheureusement, on doit passer par 2 comités d'éthique différents, un à la suite de l'autre. Donc, ouais, on attend impatiemment le dernier go, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la littérature scientifique, mais aussi beaucoup la littérature grise, on a quand même trouvé des éléments de réponse là, de c'est quoi les conditions d'exercice du travail du personnel professionnel.
Puis, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à formuler comme hypothèse? Qu'est-ce qui pourrait mener à peut-être une dévalorisation? Qu'est-ce qui pourrait être des pistes de solutions pour revaloriser? Puis, on va certainement aller valider toutes ces hypothèses-là avec les qualitatifs et quantitatifs par la suite. Donc là, on vous parle un peu de notre ascension des écrits. Grande recherche scientifique, on a passé quand même beaucoup de temps, on n'a pas trouvé grand-chose. Florence va vous en parler, là, mais c'est certaines professions ou tout le monde en éducation. Tu sais, c'est très rare là, qu'on va s'intéresser aux professionnels comme groupe. Cependant, il y a du monde qui travaille sur cette question-là depuis longtemps. C'est pas trop une surprise. La plus grande fédération qui représente 90% des professionnels, la FPPE, documente depuis des années les préoccupations de ses membres. Mais aussi les autres professionnels, parfois, ont certaines documentations. Puis aussi d'autres sources comme le Protecteur du citoyen, qui a fait une grande enquête il y a quelques années, qui ressort des enjeux structurels. La Fédération des centres de services scolaires a déjà documenté certaines questions, l'Association des cadres scolaires au Québec. Donc, la littérature grise n'est pas nécessairement intégrée là, dans les autres revues de littérature qu'on voit, mais on a quand même trouvé des pistes. Ça ne veut pas dire que c'est généralisable, mais au moins des pistes. Puis, on a pu, avec ça et les revues de presse, là, créer une petite recension des écrits préliminaires qui nous offre des pistes un petit peu. Donc, j'ai mentionné pas mal de choses déjà. On a aussi regardé un peu du côté des professions en éducation qui existent aussi dans le monde médical, donc orthophonistes, psychologues, en fait, qui viennent d'abord du médical, puis qui ont été implantés ensuite dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu là, sur lequel on va se pencher un petit peu. Aussi, on a comme un peu mobilisé un cadre théorique pour monter le projet, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on mobilise juste un cadre théorique, on aura 2-3 études. Hein. Donc, on a vraiment essayé de ratisser large. Oui, il y a des choses plus francophones, psychodynamique, ergonomie, mais on est quand même allé piger là, dans d'autres sphères également. On est aussi allé voir ce qui se passait dans les mémoires qui ont été déposés là, lors des différents projets de loi. Dont un tout dernièrement là, qui a modifié un peu là, certaines conditions d'exercice des professionnels. Là, leur évaluation se rapproche clairement des diagnostics notamment. Différentes enquêtes, l'IRIS que vous connaissez peut-être notamment, là, qui est un institut de recherche qui avait publié une étude il y a quelques années. Donc, voilà, pour les sources. C'est du tout. Comme tu veux. Non, mais comme tu veux. OK. En fait, puisque le CRIMT si gentiment nous aide là, avec le webinaire aujourd'hui, puis on a quand même la moitié de l'équipe qui fait partie du CRIMT, de fil en aiguille, on se disait que ça pouvait être intéressant peut-être de mobiliser le cadre théorique de Murray et ses collègues là, sur la qualité du travail. On trouvait que c'était un cadre quand même assez large qui permettait d'aller toucher à toutes sortes des sphères de c'est quoi le travail des personnes professionnelles, où est-ce qu'il y a peut-être des enjeux de qualité du travail qui pourraient être bonifiés là, pour que les personnes se sentent plus valorisées, puis favoriser l'attraction et la rétention. 3 grandes catégories. Donc, première, tout ce qui touche le risque, c'est plus la question de l'emploi en tant que tel, là, quand on parle des protections sociales, quand on parle de la précarité d'emploi, égalité, inégalité. On a un petit peu moins mobilisé cette partie-là, dans le sens où ce sont des personnes hautement scolarisées, qui ont des emplois dans le secteur public. Mais on va voir qu'il y a quand même certains enjeux de risques psychosociaux du travail qu'on peut inclure dans la santé et sécurité. Ensuite, autre grande catégorie, la question de l'autonomie, donc en relation industrielle, en grande tradition de subordination, autonomie. Donc ici aussi, ce qui est vraiment intéressant qu'on va voir, c'est que ce sont des professionnels avec des maîtrises et des doctorats, des ordres professionnels qui, en théorie, disposeraient d'une autonomie professionnelle très grande, mais de par comment l'emploi est structuré ou organisé, parfois se retrouvent là, avec certains peut-être conflits là, sur qu'est-ce qu'on s'attend comme autonomie versus les rôles qu'on leur attribue. Donc ça aussi, là, on va en parler un petit peu plus. Et finalement, nous, on a vraiment trouvé intéressant, c'est la question de l'expressivité, donc notamment le sens du travail, le sens au travail. Donc, on a des personnes qui sont formées non seulement avec une identité professionnelle spécifique, mais on voit
assez rapidement qu'au sein d'une profession, quand on est en éducation, c'est pas la même formation, c'est pas la même vocation, c'est pas la même vision des choses en éducation qu'en santé. Donc, beaucoup de prévention versus rétablissement, par exemple. Donc, ça aussi, on va en parler un peu. Donc, il semble y avoir des tensions au niveau du sens au travail quand on regarde ce qu'on voudrait faire versus qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'enjeux structurels qui viennent toucher à ça. Et aussi, tout ce qui touche la contribution collective qu'on va voir au sein des écoles, des fois, ça peut être un petit peu difficile. Là, c'est peut-être un petit peu vague et abstrait. Là. Je pense que je ne veux pas trop voler de punch. Fait qu'on a plutôt organisé notre présentation comme ça. C'était ça ma dernière diapo, je me rappelle maintenant. Donc, si on parle du côté risque, quand on parle de rémunération, c'est sûr que quelqu'un qui travaille à temps plein dans le secteur public, parapublic, qui a un poste permanent, c'est quand même un revenu décent. Sauf que quand on regarde la rémunération qui est offerte au personnel professionnel dans le secteur, dans le réseau de l'éducation, dans certaines professions, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas juste la question que la rémunération n'est pas égale à celle du privé. Par exemple, les psychologues, ça revient beaucoup. Mais c'est aussi que dans certains cas, on n'est pas payé le même salaire que dans la santé ou dans la fonction publique. Donc, par exemple, des ingénieurs, des architectes, des personnes avocates. L'Association québécoise des cadres scolaires avait repéré certaines inégalités de revenus qui pouvaient miner le recrutement. Il y a d'autres choses aussi, là, comme par exemple, puisque le personnel enseignant, son salaire est structuré autrement, là, de devenir personne conseillère pédagogique, même si techniquement, ce serait un niveau semblable, ça peut être rémunéré moins. Sans rentrer dans les détails, il y a ça qui ressort des fois. Ce n'est pas généralement la préoccupation première, par exemple. Puis aussi, toute la question des heures supplémentaires non reconnues. Tu sais, le 35 heures par semaine, jusqu'à quel point ça tient lorsqu'on doit travailler des fois sur l'heure du dîner ou plus d'heures que prévu. Il y a aussi la précarité en emploi. Puis ça aussi, ça nous a surpris parce qu'on ne s'y attendait pas, mais notamment tout ce qui touche les ressources matérielles. Souvent, ça peut être des contrats ponctuels ou des règles assez particulières, ou encore certains emplois qui sont juste à temps partiel, qui vont toujours être à temps partiel. Donc, dès qu'il y a un poste à temps plein ailleurs qui se libère, on va y aller. Puis, on a même vu là, dernièrement avec comment dire, la façon dont on a demandé aux écoles et aux centres de services scolaires de revoir un peu l'allocation de leur budget. Il y a eu des gels d'embauche dans ce domaine-là, ce qui amène un peu à sous-entendre que c'est peut-être pas des emplois qui contribuent directement aux élèves ou qui touchent directement les services aux élèves. Donc, ça crée des petits enjeux. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, ça peut nuire à l'attraction et à la rétention de ces personnes-là. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais plusieurs écrits ont quand même fait état de comment la variabilité du financement, là, puis certaines règles peuvent rendre ça difficile pour les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les directions scolaires là, d'avoir des beaux postes permanents, stables, à un endroit. Puis on va le voir aussi, là, notamment avec des professionnels qui peuvent être divisés en 8 écoles différentes, puis ça change d'une année à l'autre. C'est un thème qui revient beaucoup et qui peut avoir une incidence sur l'attractivité de ces emplois-là. Je vais laisser Florence continuer. Oui, merci beaucoup. Donc, vous allez voir, même si on a présenté notre cadre conceptuel au départ, il y a quand même des informations qui semblaient peut-être appartenir à deux catégories différentes, ce qui n'est pas si important, c'est plutôt le contenu qui nous intéressait, mais c'est pour ça que vous allez voir des fois, comme ici, risque/autonomie, dépendamment de la manière qu'on les traite. Des fois, c'est plus difficile de catégoriser. Je pense que les personnes qui sont en recherche peuvent comprendre ce genre d'enjeu. Donc, quand on retourne un petit peu plus vers risque, on a la notion aussi de charge de travail, évidemment, hein, qu'on voit souvent en relations industrielles notamment. Donc, le rapport, notamment de l'INSPQ, nous a permis de voir qu'on a 73% du personnel professionnel qui estime avoir une charge de travail élevée. Donc, un fort pourcentage, c'était le cas en éducation généralement, mais au moins, on est capable de cibler cette fois-là cette catégorie d'emploi-là.
Avec les années, ce qu'on remarque dans la littérature, peu importe si on s'intéresse à la littérature scientifique ou la littérature grise, c'est qu'on a une augmentation des élèves avec handicap, difficultés d'adaptation ou d'apprentissage grandissant. Avec les années, ça ne cesse pas d'augmenter. Puis là, ce qui est intéressant ici, c'est avec ou sans diagnostic, qui est quand même une notion assez particulière ici, parce qu'on peut avoir des élèves qui n'ont pas eu leur diagnostic encore ou qui ne l'ont pas du tout, qui, eux, n'ont peut-être pas ce suivi-là qui est plutôt individuel certaines fois. Fait que c'est un peu des élèves qui peuvent tomber dans les cracks et qui demandent quand même des besoins particuliers qui ne les auront pas nécessairement toujours. Je ne rentrerai pas trop dans cette voie-là, mais ça fait en sorte que le personnel professionnel en éducation a aussi besoin de travailler avec ces élèves-là. Caroline l'a dit tantôt, le nombre d'écoles à faire, les professionnels, notamment les professionnels, ce que j'entends, c'est beaucoup en région, des fois de faire de grands déplacements entre chaque école pour pouvoir aller faire leur travail. Le nombre d'élèves à suivre individuellement, ça va être le cas. Il y a aussi une approche collective dans le milieu de l'éducation, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Fait que c'est difficile des fois de quantifier la charge de travail parce qu'on sait qu'ils ne travaillent pas juste en individuel. Donc, on a à la fois le nombre d'élèves, mais aussi les approches plutôt collectives à voir. Et avec les années aussi, ce qui semble être assez courant dans la littérature scientifique, c'est qu'on voit qu'il y a une lourdeur de la tâche administrative. Donc, les tâches qu'on demande de faire au personnel professionnel s'en vont de plus en plus vers l'administratif. On va pouvoir peut-être y revenir dans la discussion, le pourquoi c'est fait comme ça. On se rend compte, là, j'ai vu mon temps, je ne veux pas vous faire un grand sprint, mais je vais essayer de faire ça plus rapide. Il y a un manque de ressources au niveau matériel, donc l'espace qu'on a, notamment le fait que le personnel professionnel, s'il y a 8 écoles à faire, il n'aura probablement pas un bureau dans les 8 écoles, vous pouvez comprendre. En termes de financement aussi, c'est plus difficile. Il manque de personnel, on se rend compte dans toutes les catégories d'emploi, comme Caroline l'a mentionné au départ, ce qui fait en sorte que ça va être peut-être plus difficile, par exemple, d'apporter du soutien à un enseignant qui est non légalement qualifié, qui peut-être rentre dans le milieu de l'éducation. C'est une personne qui peut-être a besoin de plus de ressources au départ. Pour le personnel professionnel qui collabore avec cette personne-là, ça demande quand même une plus grande charge de travail. Et on avait, en termes de ressources, d'autres exemples, comme l'accès à la formation, par exemple, qui est ressorti. En termes de conciliation du travail, vie personnelle, Caroline a mentionné ici, le temps supplémentaire qui va empiéter, par exemple, sur la vie personnelle, ça va être le cas, notamment parce que c'est des emplois qui ont beaucoup de travail collaboratif à faire. On parle souvent d'équipe école, donc les professionnels ensemble, mais aussi avec les enseignants, avec la direction. Donc, tout ce temps-là collaboratif, généralement, il peut se faire sur l'heure du dîner, quand on croise les collègues, il peut se faire après la journée, quand on a peut-être plus le travail administratif justement à faire. Donc, on se rend compte qu'il s'insère un peu partout. On a parlé, quand on s'en va plus dans le concept brut d'autonomie, on a parlé notamment le pouvoir discrétionnaire. Est-ce on peut, en fait, comme professionnel, faire les tâches selon ce qu'on s'imagine de notre rôle. Donc, ce que devrait faire un professionnel versus les tâches qui nous sont plutôt allouées. Fait qu'on a habituellement un conflit entre vouloir faire une approche peut-être plus de prévention, une approche plus collective, mais le souci ou le devoir de procéder par diagnostic, qui fait en sorte qu'on a des fois une approche qui est peut-être plus individuelle. Je sais pas si j'ai ma charte. Mais pas qu'il y a un lag. Oh, c'est bon. Oh, là, il n'y a plus de lag. En termes d'autonomie, si on s'en va plutôt vers le soutien social, on se rend compte qu'il y a un manque d'absence de soutien de la part des supérieurs ou de la direction. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est ressenti? Du moins, c'est ce que nous ressort la littérature scientifique. Il y a aussi un manque de soutien opérationnel quand on parlait des sources. As-tu ton laptop proche? Je ne m'attendais pas si large. Je vais continuer comme ça. Donc, en termes de manque de soutien opérationnel, ce qu'on se rend compte, c'est un manque de ressources comme telles. Puis ce soutien-là, quand on en parle généralement, je vous en ai parlé en termes de peut-être un sentiment qu'il y a un manque de soutien avec
la direction, mais ça va aussi être le cas avec les collègues. Fait que le fait de faire, par exemple, plusieurs écoles, tout ce temps de travail collaboratif, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, on se rend compte qu'il y a peut-être un manque au niveau du collectif de travail. Là, Samuel, si je ne me trompe pas, j'envoie le lien Zoom à Caroline. Parfait. Il va falloir se connecter en même temps. Parfait. Puis là, moi, j'avais ça, ça marche. Ben, en fait, si tu te connectes au Zoom avec ce que Samuel a envoyé, ça va être comme ça. Ça va aller là aussi. Oui, ouais, c'est ça. Tu vas faire partager ton écran. Excusez-nous tout le monde pour ce petit délai-là. Je vais continuer, je pense. Hop. Je vais continuer sur le soutien social quand même, vu que je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin absolument de ça. Qu'on se rende compte dans tout ce que je parle en termes de travail collaboratif, qui est vraiment une piste que nous, on veut creuser de plus en plus parce que ça demande de parler notamment à plusieurs acteurs, ce qui est le cas quand on veut parler nécessairement du le questionnaire quantitatif qu'on veut faire, qui vise aussi d'autres acteurs que les professionnels. Fait que c'était important pour nous de pouvoir mesurer ce travail collaboratif-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a différents enjeux, dépendamment de l'acteur avec qui on est. Fait que je vous ai parlé plutôt d'un sentiment qu'il y a un manque de soutien de la direction, mais par exemple, les professionnels vont avoir à travailler avec les parents. Fait que ça va être un autre acteur où on rencontre différents enjeux en termes d'accompagnement qui doit être généralement plus personnalisé avec les parents. C'est correct, on va prendre la petite. Sinon, c'est que Laurence était connectée comme participante dans le Zoom. Elle a dans le lien que je t'ai envoyé sur Teams, si tu peux. Ah, sur Teams. Une petite minute, on va régler. Est-ce que je mets l'audio dans l'ordi? Non. Puis dans l'autre, je vais faire le son share. Ça devrait fonctionner. Bienvenue. Parfait. Bon, désolé du petit délai. Il a tout fallu changer la manière de présenter aujourd'hui. Je fais en sorte qu'on a des petits super. Parfait. On peut passer ici. OK, super. Donc, je reviens avec le fait qu'on a du travail collaboratif à faire avec différents acteurs et je vous parlais notamment des parents. C'est l'exemple que je prenais de l'utilité professionnelle. Donc, parfois, il y a certains acteurs qui vont peut-être remettre en question les actions ou l'interprétation des professionnels en question. Ça va être le cas des parents, oui. Ça va être le cas de certains enseignants. Donc, il peut arriver certaines tensions avec d'autres acteurs dans le milieu de l'éducation dans le sens de remettre en question cette légitimité professionnelle-là. Et vous l'aurez deviné quand je parlais de lourdeur des tâches administratives, on s'en va dans le fameux tâches connexes qu'on a dans beaucoup d'emplois. En éducation, c'est le cas. Et finalement, ben, c'est ça, ce grand concept-là du cadre de Murray qui est l'expressivité, qui est quelque chose qui nous intéresse pour la suite parce que c'est tout le volet de sens au travail, puis dans un projet sur la valorisation, effectivement, on va mettre ça en lumière. Donc, ici, je vais rapidement le personnel professionnel qui rapporte quand même en fort pourcentage une faible reconnaissance au travail, un faible sens au travail avec les années d'un rapport à l'autre, ça change un peu, mais sensiblement la même chose, des forts pourcentages. Ici, on a la notion de travailler avec d'une façon qui heurte la conscience professionnelle, comme je vous disais, le rôle qu'on s'imagine comme professionnel qu'on devrait avoir versus ce qu'on peut faire.
Donc, un décalage entre la conscience versus répondre aux besoins. Éteindre des feux dans le milieu de l'éducation, c'est quelque chose que j'avais lu, si je ne me trompe pas, dans une des recherches, le fait d'être pris par un autre acteur de l'éducation en mode bien gérer une crise, mais finalement, c'est la personne qui est conseillère en orientation. Donc, on se demande pourquoi une personne conseillère en orientation s'en vient gérer la crise d'un élève. Donc, vous voyez le tâche connexe et gérer, éteindre des feux. C'est ce genre de truc-là. Donc, on a vraiment dans la littérature le rôle voulu versus le rôle attribué. C'est très, très fort. L'odeur administrative qui revient, évidemment. Avant de parler des prochaines étapes, je veux vraiment comme insister sur quelque chose. Là, on a beaucoup des facteurs. Qu'est-ce qui nuit à? C'est quoi des obstacles? On n'a pas fait exprès. On a cherché des mesures qui ont aidé à valoriser. On a cherché des mesures qui ont aidé l'attraction-rétention. Dans la littérature, on ne les a pas trouvées. Mais, tu sais, à force de présenter un petit peu nos projets, là, informellement, on parle à du monde dans le réseau. Puis on le sait qu'il y en a des choses qui sont faites. Mais il faut aller parler au monde pour découvrir c'est quoi, puis en quoi ça pourrait être généralisé. Fait que je veux vraiment juste mettre l'accent là-dessus. Là. C'est pas comme tout ça est un problème. C'est plus, si ça, c'est des enjeux, peut-être que l'envers de la médaille serait facilitant, un, et deux, qu'est-ce qui se passe de bon? Donc, pour faire ça, premièrement, là, on veut aller faire des entretiens semi-directifs avec des professionnels dans le réseau. Bientôt, on devrait pouvoir commencer ça. Ça va inclure des questions sur qu'est-ce qui donne sens au travail, qu'est-ce qui vous fait sentir valorisé, pourquoi vous restez, attraction-rétention. Bon, ça s'en vient. Ensuite, on aimerait ça aller dans les milieux de travail pour observer un peu qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau de la collaboration, les tâches là, prescrites réelles. Éventuellement, là, des questionnaires pour valider certaines hypothèses auprès des professionnels, mais aussi l'ensemble du réseau pour la fameuse question de c'est quoi les impacts des postes vacants sur les autres catégories d'emploi. Je passais juste très rapidement pour mentionner qu'on aurait espéré, mais on va avoir plus d'infos après ça. Donc, on voulait quand même prendre le 5-10 minutes là, qui restent pour répondre aux questions, là, puis différentes discussions qu'on pourrait avoir. Donc, on est là. On est prête. On peut déjà dire merci, bravo. Peut-être pour la période de questions, ceux qui sont en ligne, Samuel, est-ce qu'on va les entendre ou t'écrire? J'ai demandé de m'écrire dans la conversation. Il n'y en a pas pour l'instant. S'il y en a, je vais les... Alors, pour ceux qui sont en ligne, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Samuel pourra nous les rapporter. Sinon, pour les gens qui sont en présentiel, on pourrait peut-être prendre 2-3 questions. Ou sinon, moi j'ai quelques questions pour vous. Oui, tu sais, je vous regarde aller. Là. Puis, moi, je peux m'asseoir là-dedans. OK. Alors, première question. Là, je m'inclus dans l'équipe. OK? On s'en va faire des entrevues. C'est la prochaine étape. À partir de ce que vous avez présenté aujourd'hui, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup d'éléments. C'est quoi les trucs sur lesquels vous pensez qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent dans les entrevues? Les pistes où on se dit ça, c'est vraiment intéressant, mais il faut que les gens nous l'expliquent, on veut creuser davantage. Je dirais les éléments qui nous ont frappés, qui vous ont frappé. Un, c'est OK, mais qu'est-ce que vous faites? Au fond. Donc, c'est quoi les conditions d'exercice du travail? De quoi ça a l'air la collaboration avec les collègues? Pourquoi vous restez dans le réseau? Tu sais, c'est quoi là, qui vous motive à rester dans le réseau? Qu'est-ce que votre organisation, tu sais, fait que là, on parle tant l'école, la centre de service scolaire, le ministère, peu importe, là, qu'est-ce qui a été fait ou qui pourrait être fait, tu sais, qui aide à l'attraction, la rétention, la valorisation? Qu'est-ce qui donne sens au travail que vous faites? Fait que c'est comme, je pense que je mentionnais, tu sais, c'est l'envers de la médaille là, aussi. Parce qu'il y en a des gens qui restent. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour continuer dans cette ligne? J'ai une question sur Internet qui dit si on revient sur la page portant sur l'expressivité, par exemple, il est noté qu'environ 32% des gens rapportaient un faible sens au travail. Donc, la question, c'est de dire est-ce que indirectement, ça veut dire qu'il y en a 68 qui rapportent un bon sens au travail, un fort sens, ou comment on qualifierait l'autre partie?
Je vais juste vérifier comment ça a été. On va répondre à celle-là, puis ensuite, Oui. Je pense que, si je me rappelle bien, on est dans une échelle de Likert, là, ou à 4 ou 5, là, fait que là, on serait comme 7. Ouais, il y avait 4, je me souviens. Puis, en fait, le 32 ou 47, c'est vraiment l'extrême le plus négatif, là, j'ai envie de dire. Fait qu'on en avait qui se situaient plutôt une forte proportion qui, généralement, c'est ce qu'on voit là, plutôt dans le milieu. Donc, plus ou moins ou moyennement, je ne sais plus comment il était formulé. Mais le 30 ou 40 qu'on voit là, c'est le pire. Là. OK. Merci. Une question en présentiel. Oui, moi, je me demandais, dans le fond, le personnel professionnel en éducation, c'est un groupe très hétérogène, là, vous l'avez nommé. Est-ce que vous prévoyez justement dans les entrevues de cibler un certain type de professionnel ou bien aussi de catégoriser pour dire, ben voici, ça, c'est les enjeux chez les orthophonistes, conseillers pédagogiques, ça, c'est les enjeux plus chez les comptables, ingénieurs. À l'origine, on voulait vraiment cibler en service à l'élève, orthophoniste, psychologue, etc. Puis je pense que la revue de la littérature fait quand même ressortir qu'il y a des enjeux assez importants là. Puis c'est vraiment en consultant l'ensemble de la littérature grise qu'on s'est rendu compte que, ah ouais, mais au moins, les autres, on en parle dans les médias. Fait que, pour le moment, on aimerait ça quand même ouvrir plus largement pour que les personnes qui n'ont jamais de voix puissent en avoir. Puis ensuite, oui, la catégorisation va être super importante. Puis même, par exemple, une fois qu'on a divisé en 3 à l'élève, je pense qu'on peut quand même faire une distinction entre des professions qui viennent plus du médical, comme l'orthophonie versus une personne conseillère en orientation, le mandat est complètement différent. Il peut y avoir des enjeux qui se recoupent, mais d'autres non. Fait on aimerait ça quand même ratisser plus large au départ, puis catégoriser. Puis je pense qu'avec le quantitatif aussi, là, on va pouvoir vraiment aller cibler plus spécifiquement. Là, à la profession près, je ne sais pas, parce qu'il y a des N tellement petits dans certaines, là, mais le niveau de catégorisation, on est sensible à cette question-là. Puis à fur et à mesure, je pense qu'on va raffiner. Je me permets peut-être de rajouter quelque chose parce qu'on avait l'enjeu des catégories d'emploi, mais ensuite, on a aussi le niveau scolaire parce que ça va être très différent d'un professionnel qui est au primaire, par exemple, versus sa formation aux adultes, formation professionnelle. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend notamment avec les partenaires et les gens qui gravitent autour de nous, mais n'oubliez surtout pas formation professionnelle puis aux adultes parce que ça, littéralement, dans la littérature, il n'y avait rien. Donc, ça aussi, c'est le souci d'aller chercher un peu de représentativité. Plus les régions, plus le scolaire anglophone. Fait qu'il y a plusieurs... Un gros projet. Je pense qu'il y avait une autre question, Émilie. Oui, je me demandais à quel point ces critiques, travail et revendications peut-être sont portées par les organisations syndicales, mettons, dans les négociations collectives. Est-ce que ça fait partie des revendications beaucoup qui sont à la table de négo, toutes ces critiques-là? Puis, à quel point l'organisation de la négociation collective dans le secteur de l'éducation peut avoir un impact sur... parce que, je ne sais pas, les profs prennent beaucoup de place, mettons. Là. Les profs sont beaucoup visibilisés et la négociation a lieu en même temps. Il y a plusieurs éléments de réponse à ta question. Premièrement, ce projet-là, tout ce qui touche valorisation, attraction, tout ce qui touche les conditions d'exercice du travail, on se rappelle que le partenaire, c'est le ministère de l'Éducation, qui n'est pas à la table de négo et qui doit répondre souvent à des commandes du Conseil du Trésor, qui est finalement l'employeur. Donc, c'est sûr que là, de ce côté-là, il y a certaines revendications syndicales qui touchent un peu les deux, c'est-à-dire tout ce qui touche la pleine reconnaissance des compétences, et je le répète, à prédominance féminine. Donc, oui, il y a des enjeux d'organisation du travail aussi qui sont amenés à la table de négo. Puis, c'est pas pour rien là, que la FPPE, c'est un partenaire majeur. Après, il y a beaucoup d'éléments qui sont laissés plus au centre de services scolaires pour organiser les services. Fait que c'est comme s'il y a au moins 3 places là, où il y a des décisions qui se prennent, t'sais. Puis oui, il y a des revendications, puis on ne se cachera pas qu'il y en a des enquêtes super intéressantes de la FPPE, que c'est des enquêtes qui ont été faites en négo. Fait que là, il y a certains enjeux qui prennent des fois un peu plus l'avant. C'est la force, mais aussi le bémol avec cette littérature-là, c'est-à-dire des grands N, des personnes mobilisées, des experts terrain de leur propre travail.
Donc, oui, des revendications. Puis, pas juste des revendications d'ego, mais comme par exemple, on va y revenir, mais il y a d'autres endroits que les acteurs et les actrices du réseau se parlent de OK, on sait que c'est ça l'argent qu'on a, mais on aurait-tu un autre moyen de le répartir, cet argent-là? Mais je vais laisser François poser ses autres questions, puis on va y revenir. Oui, le punch. Evelyne. Oui, merci, c'était vraiment intéressant. J'avais une mini-question, puis une question plus, premièrement, au niveau, à un moment donné, je pense que c'est Caroline, tu mentionnais super intéressant la recherche sur le fait que, bon, l'aspect salarial n'était pas ce qui était le plus important, mais c'est certain que c'est les gens qui sont ceux pour qui c'est important, probablement, qui ne sont pas employés là, qui ont c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils vont appliquer ailleurs. Je voulais juste, comment est-ce que vous l'intégrez ou pas dans la façon de questionner les gens? Puis l'autre aspect, c'est est-ce que vous aviez l'information sur l'ancienneté des personnes? Justement, étant donné qu'on parle de roulement, est-ce qu'il y avait des distinctions? C'est sûr que, par exemple, si tu es orthophoniste, là, généralement, tu vas travailler dans le scolaire ou dans le médical, puis la profession d'orthophoniste scolaire est quand même assez spécifique. Puis, les chances que tu quittes ton emploi pour aller vers le privé, oui, il y en a qui le font. Mais une fois que tu es là, généralement, l'enjeu principal qui va faire quitter, c'est pas tant le salaire que les conditions d'exercice du travail. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on veut quand même, dans nos entretiens qualitatifs, demander aux gens ce genre de questions-là. Puis aussi, des gens qui sont partis, pourquoi ils sont partis? Puis là, si on avait 10 ans puis $1 million, là, on aimerait ça aussi parler des personnes qui ont quitté le réseau pour comprendre pourquoi, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'ils restent, etc. Donc là, c'est un peu peut-être une des limites. Là. Mais dans la mesure où on s'intéresse à l'attraction, à la rétention, ça peut être intéressant de demander aux personnes en place. Notamment, les intentions de quitter puis le pourquoi. Fait dans le quantitatif aussi, je pense que ça va pouvoir ressortir un peu intention de quitter puis voir s'il y a des corrélations avec des conditions spécifiques. Tu avais une deuxième? L'ancienneté, en fait, que tu avais parlé. Il faudrait retourner voir l'INSPQ, parce que c'est notamment des données du nouveau rapport de l'INSPQ, pas que, là, mais en majeure partie. Puis il faudrait retourner voir par catégorie, là, je ne me souviens plus très bien, mais c'est clairement à noter pour nous si c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le groupe. Non. On demande d'ailleurs à nos participants que ça fasse au moins, pour le CALI, que ça fasse au moins 1 an qu'ils soient dans le milieu pour avoir une bonne idée quand même des différents rôles et avoir vécu la fameuse année scolaire. On avait une nouvelle question en ligne qui est arrivée. Je voulais lire dans son intégralité. Le ministère de l'Éducation déploie présentement des outils prédictifs comme le décrochage des élèves, les facteurs de risque, qui modifient actuellement l'organisation des services dans les centres de services scolaires en identifiant des élèves prioritaires et leurs besoins et les interventions privilégiées. Des changements qui s'inscrivent dans des enjeux plus globaux du monde du travail, comme le développement des outils d'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est une tendance qui risque d'accentuer, selon vous, les tensions actuelles quant au sens du travail, au rôle attribué et au plan discrétionnaire des professionnels? C'est sûr que si on dit des personnes professionnelles, peut-être encore moins de prévention, peut-être encore moins en général, aider dans les enseignantes et les enseignants, par exemple, à adapter leur scolaire. Puis faites plus de besoins ciblés prioritaires pour les personnes en crise. De ce qu'on a vu dans la littérature, c'est généralement pas cette vision-là que les professionnels en éducation ont de leur rôle. Je pense que ça s'inscrit dans une logique qu'on voit de toujours plus avec moins, puis gérer les crises. Mais pour ce qui est des outils plus prédictifs et tout, là, ça, c'est quelque chose d'autre aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a terminé notre revue de littérature, quelque chose d'autre. Fait que c'est une excellente question. Je vais m'en rappeler. C'est pas une réponse complète à votre question, là, mais disons que si moi, j'avais à prédire l'impact sur le sens du travail... J'ai une question. En fait, ce que vous nous avez présenté, c'est des conditions de ça qui sont là actuellement. Est-ce que dans la revue de littérature, on est capable d'identifier des facteurs déterminants de ça? Est-ce qu'on est capable de dire, par exemple, s'il y a des décisions politiques, on pourrait dire idéologiques, là, qui ont été mises en place, qui expliquent qu'il y a des conditions que vous avez mis de l'avant? Par exemple, les modes de financement, ce genre de choses. Est-ce que dans la littérature, on va jusque-là
C'est beaucoup un portrait de voici les conditions d'exercice, les plus, comme tu disais tout à l'heure, les éléments les plus négatifs. Bon, c'est ça qu'on a dans la littérature. Mais est-ce qu'on remonte à ça s'explique par un type de réforme, par une façon de financer, par une structure organisationnelle qui ont été mises en place, etc. Pas mal tous les acteurs du réseau, là, que ce soit Fédération des centres de services scolaires, les associations de cadres, les syndicats, même le protecteur du citoyen, mentionne que le mode de financement actuel, qui est beaucoup par diagnostic, fait en sorte que on a de l'argent selon un nombre de diagnostics. Donc, on a besoin de diagnostics. Alors, les parents qui n'en ont pas déjà pour leur enfant, c'est une course au diagnostic privé, notamment en ce moment. Ça met aussi de la pression sur le personnel professionnel pour évaluer, diagnostiquer, faire du suivi individuel, de façon ponctuelle, au lieu de travailler en amont, comme organiser des services ou encore mettre en place des pratiques plus adaptées là, dans les classes ou dans les activités. Donc, c'est sûr que tant et aussi longtemps que le travail de ces professionnels-là est financé avec une logique du diagnostic, ben, ça va comme perpétuer ça, je pense. D'ailleurs, il y a eu des tentatives dans les dernières années de modifier le mode de financement. Le nom m'échappe toujours, là. Il y a différentes façons de l'appeler. Donc, avec les acteurs du réseau, avec le ministère de l'Éducation, qui aurait peut-être tenté de changer cette façon-là de financer. Mais on me dit que ça a été un peu mis de pause là, parce que, bon, ça ne s'insérait pas bien dans le prochain budget. Là, c'est un petit peu au-dessus de ma tête, là, mais on sent qu'il y a effectivement un modèle de financement qui ne cherche pas à être global, puis être en continu, puis être stable, mais plutôt à toujours moduler en fonction là, de certains besoins et des diagnostics. Bon, après, on pourrait penser un peu plus là, à des écrits, notamment de chercheurs du crime là, qui se sont intéressés à la nouvelle gestion publique, hein, puis comment d'appliquer ça dans le secteur public, d'appliquer certaines normes du monde privé à gérer d'une certaine façon très efficiente, plus avec moins, etc., sans nécessairement impliquer les acteurs sur le terrain ou les impliquer d'une manière que finalement, ça ne donne pas nécessairement les résultats que ces personnes-là aimeraient. Là. Ça semble y avoir quelque chose là-dedans. Okay. On verra. On verra si ça repart, cette discussion-là du modèle de financement. Tu l'as dit aussi, Caroline, ce que ça occasionne, mais concrètement aussi, quand on dénotait le sentiment du manque de soutien de la part des directions, mais c'est aussi ça, si les directions ont la pression de dire, ben, c'est parce que si je veux, par exemple, une travailleuse ou un travailleur social dans mon milieu, ben, il faut que j'aille plus de diagnostics pour avoir ces ressources-là financières, fait que ça devient un peu nouveau, ça vicieux, là, pour les directions, mais aussi pour les personnels professionnels. Puis j'en profite juste parce que, tu sais, on l'a mentionné, puis tu l'as bien dit que c'était un sentiment, mais comme le personnel de direction fait face à ses propres enjeux, puis fait son mieux, tu sais, puis il y a des études aussi là-dessus qui sortent là, sur les difficultés, puis, tu sais, c'est quand même pas toujours évident, là, quand tu as 37 professions différentes, de t'assurer que chaque personne dans chaque profession fait exactement ce qu'elle veut faire. Tu sais, on trouve ça important quand même de nuancer, là, que c'est pas les directions scolaires ou les centres de services scolaires qui travaillent à l'aveuglette et qui n'ont pas d'effort. C'est vraiment comme ça va mettre un système. Puis, quelqu'un a mentionné aussi la place que le personnel enseignant prend. Puis, je veux dire, Florence, on est prof, on le sait, dans une institution d'enseignement supérieur, de quoi ça va avoir l'air. Donc, c'est certain que là, on a des personnes qui travaillent un peu dans l'ombre aussi. Là. Ça peut être difficile de justement les valoriser, faire reconnaître ce qu'ils font à leur juste valeur. Là. Donc, on va essayer de trouver des bons buts de les faire connaître. Oui. L'intervention que vous avez faite, M. Bolduc, est intéressante parce que c'est vrai que les politiques publiques peuvent influencer finalement les effectifs de main-d'œuvre.
Et là, je n'ai pas souvenir du tout qui avait été produit là-dessus, mais il me semble que Claude Lessard, avec le CETREC, avait fait avait produit des documents par rapport à la réussite des élèves en fonction de l'évolution des politiques publiques, là. Au niveau des professionnels, spécifiquement, moi, je me souviens que quand COVID est arrivé, il y a des conseillers en orientation qui m'ont mentionné et on dit, ben là, nous, il y a des postes qui ont été coupés carrément là, en FP, en VGA, là, par exemple. T'sais. Donc, c'est comment est-ce que il y a des choses étonnantes comme ça qui peuvent arriver. Puis, ben là, avec les restrictions de personnel, les restrictions qu'on connaît là, on sait déjà d'avance que les centres de services scolaires font le choix de ne pas combler les postes pour y arriver. S'ils disent, bon, on ne veut pas couper les services directs à l'élève, entre guillemets, eh bien, on met sur pause les affichages. Et affichage, puis là, évidemment, ça ne concerne pas les enseignants, parce que les enseignants, il faut mettre un prof dans la classe. Donc finalement, là, on vise les professionnels, là, carrément. Donc, c'est clair que les politiques publiques affectent directement les effectifs. C'est un élément qui... C'est sûr qu'on est dans la littérature sur les conditions d'exercice, mais c'est clair qu'on voit que c'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose derrière ça. C'est ça qui est le point vers lequel il faut trouver l'origine, le caractère déterminant de ces conditions-là. Vous l'avez bien illustré avec l'exemple que vous donnez actuellement. C'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires en ligne? Samuel, on n'a pas d'autres? Je pense qu'on arrive à la fin, hein? Je ne me trompe pas. On a même dépassé un petit peu. Ben, je remercierai encore nos conférencières. Merci aux gens qui se sont déplacés. C'est très apprécié. Puis aux nombreuses personnes qui sont en ligne. Alors, merci d'avoir été là. Puis au plaisir. On va suivre au prochain webinaire. Au prochain. C'est ça, voilà.